la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à Natacha. tous. Ce matin, une de vos journaux, on se souvient que des attentats peuvent inverser une courbe de popularité, mais pas une courbe de chômage. Les Échos, la France n'a jamais compté autant de chômeurs. Le Figaro, nouvelle année noire pour le chômage en 2014. L'Opinion, le logiciel obsolète de la lutte anti-chômage. Et l'Humanité, non, le chômage de masse n'est pas une fatalité. Et pendant que le Parisien déplore un jour noir pour l'armée française, Libération revient sur la jeunesse d'Amélie Coulibaly, la fabrique d'un terroriste. On ne soigne pas le cancer avec un tube d'aspirine. C'est ce que vient de déclarer Christian Estrosi chez nos confrères d'ITélé. Il parlait de la loi Macron. Ben oui, et on ne sent pas un enthousiasme débordant ce matin en faveur de cette loi. Visiblement, personne ne s'imagine que la croissance va, par miracle, se libérer. En revanche, on découvre les subtilités du texte. Le Canard enchaîné nous raconte comment la loi fait passer quelques joyeusetés dans un langage abscon qui présente l'avantage de décourager les curieux. Un exemple, bien la réduction de moitié de la fiscalité pour les actions distribuées gratuitement par une entreprise. L'ennemi, c'est la finance, mais pas les traders qui font partie des gros bénéficiaires. Manque à gagner pour l'État, 200 millions d'euros admis du bout des lèvres par Emmanuel Macron, 900 millions selon les calculs d'un cabinet privé, et plus encore si les entreprises transforment les salaires en distribution d'actions gratuites. On ne sait pas si la loi Macron libère la croissance, mais l'optimisation fiscale, ça c'est certain. Et dans l'opinion, c'est l'épineuse question de la protection du secret des affaires. Oui, au milieu des 200 articles et du millier d'amendements de la loi, on découvre les 375 000 euros d'amende réservés à quiconque oserait détourner des informations protégées au titre du dit secret. Certains journalistes estiment que des enquêtes sur les lobbies du tabac ou sur l'organisation de l'évasion fiscale par le Luxembourg de Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission européenne, ne pourraient être menées sous ce régime. Visiblement, le lobbying acharné des notaires dénoncés dans Libération ou dans l'Opinion, ce n'est pas la bonne méthode. Certains nous le prouvent en étant plus efficaces. D'ailleurs, la lecture de la page du Monde consacrée à Bruxelles, terre bénie des lobbies, nous raconte comment les institutions, par manque d'effectifs, sous-traitent une partie de leur expertise aux lobbies, tandis que les anciens fonctionnaires, eux, partent pantouflés dans le privé. Une école peut-être pour un État français en phase de dégraissage et qui pratique déjà largement l'endogamie publique-privée. Emmanuel Macron, d'ailleurs, le sait bien. Vous nous parlez de laïcité. Vous avez peut-être entendu le plaidoyer de Jean-Louis Debré tout à l'heure pour la laïcité à 8h-5. Mais bien sûr, et particulièrement en ce moment où le passé et le présent s'entrechoquent. Tous les éditorialistes ce matin mêlent l'évocation de la libération des camps nazis avec le choc des attentats à Paris. Que François Hollande soit obligé de rappeler hier devant le mémorial que l'enseignement de la Shoah devait pouvoir se faire partout sans restriction en dit long sur le malaise actuel, commente Hervé Favre dans La Voix du Nord. Et c'est l'horreur de ce télescopage que l'on ressent en lisant dans Le Parisien le témoignage de Fabrice Walid, directeur de l'hypercachère, qui raconte sa peur, sa culpabilité d'avoir fui sous les balles sans pouvoir aider ses clients, sa tentation aussi de partir vivre en Israël. Alors il faut lire l'hebdomadaire Le 1 qui réfléchit à cette question cruciale du rôle de l'école. La réflexion de Daniel Salnave qui rappelle le rôle de l'école républicaine de permettre à chacun, par le savoir, de mettre à distance les attachements immédiats pour devenir adulte. Celle d'Elisabeth Badinter qui s'inquiète de voir l'affichage généralisé du religieux et qui espère réintéresser les élèves à l'histoire. Mais il faut lire surtout la magistrale tribune du philosophe Henri Pénard-Ruiz dans Libération. Il y rappelle au pape François, adepte du coup de poing quand on insulte sa mère, la différence entre le blasphème et l'insulte à un individu. Et il s'interroge aussi sur cet étrange vocable, islamophobie. Il rend en fait à la laïcité tout son sens pour que, réellement, on ne revoit plus jamais ça. On n'a sans doute jamais autant parlé de liberté d'expression que ces derniers jours. Et bien ce matin, vous nous parlez censure. Oui, y a-t-il un lien? Le Parisien et Libération nous racontent qu'une artiste, Zulika Bouabdella, a choisi de retirer une de ses œuvres d'une exposition à Clichy-la-Garenne. Des escarpins posés sur des tapis de prière, censés s'interroger sur le lien entre sacré et profane, sur la place des femmes. La Fédération des associations musulmanes de la ville avait averti que, je cite, « si des incidents devaient survenir, elle ne pourrait rien y faire ». Aucune menace, bien sûr, juste un petit appel à la prudence que l'artiste a entendu pour, dit-elle, que cette pièce ne soit pas le prétexte pour nourrir davantage les amalgames à travers des interprétations erronées.
Alors on ne saura pas de quels amalgames il s'agit, ni qui est supposé être coupable de quoi, mais à force d'éviter de jeter de l'huile sur le feu, on finit par se taire, tout simplement. Encore un cran en dessous, on parle des droits de l'homme en Arabie Saoudite et même des droits des femmes. Mais oui, alors le Canard enchaîné revient sur les hommages vibrants des politiques français au roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Alors pas pour son financement du terrorisme, ça on a quand même évité, mais on se souvient tous par exemple des mots de Christine Lagarde sur ce grand ami des femmes. Alors on va plutôt aller lire le petit article du site Atlantico qui rappelle comment la reine Elisabeth d'Angleterre avait, elle, choisi de dire son fait au bon roi, mais tout ce qu'il y a de plus diplomatiquement. Elle avait simplement pris le volant de son 4x4 pour une petite visite de son domaine. Le souverain était, paraît-il, terrorisé. Bah oui, une femme au volant, c'est beaucoup plus dangereux qu'un califat islamiste. Et pour vous changer les idées, vous jouez à la poupée. Mais oui, heureusement pour les femmes, le combat féministe ressurgit là où on ne l'attend pas. Le Parisien nous raconte que pour faire remonter les ventes de la célèbre poupée Barbie, Mattel lance alors une chose rose bonbon à paillettes, très laide, baptisée Barbie super-héroïne, visant à encourager les filles à découvrir leur force intérieure et à célébrer leur propre super-action. C'est beau, ça fait envie. Alors pas besoin d'être rose et de mauvais goût pour être féministe. Finalement, plutôt que Barbie, on peut prendre le volant comme Elisabeth II, mais il y a encore mieux. Vous suivez les conseils de l'autre Elisabeth Badinter. Lire des livres, développer une ambition intellectuelle, scientifique, et en plus, ça préserve des trous de mémoire. Vous conduisez, vous, Natacha ? Oui, je conduis. Ben voilà, vive les femmes qui conduisent, et bon courage si vous êtes sur la route. Merci, la revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain. À demain.